Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le paysage ultra fascinant de l'écosystème IA de Claude en cette année 2026. On va explorer en détail sa grande transformation, c'est-à-dire comment on est passé d'un simple petit assistant conversationnel à de véritables agents autonomes. Et on regardera aussi de très près les cadres éthiques super complexes qui tentent de guider tout ça. Pour bien commencer, prenons un peu de recul avec cette citation de Norbert Wiener. Accrochez-vous, ça date de 1960. Il nous avertissait déjà que si les règles d'un jeu ne correspondent pas à ce qu'on veut vraiment, la machine risque de gagner au point, mais en sacrifiant nos intérêts fondamentaux. C'est fou, non? Ça pose absolument toutes les bases du grand débat actuel sur l'alignement de l'intelligence artificielle. Alors, quel est notre programme pour naviguer là-dedans ? On a 5 grandes étapes. On va parler de l'ère de l'IA agentique, de l'automatisation du travail et du code. On ira faire un tour au cœur de l'IA constitutionnelle. On comparera les benchmarks face aux concurrents. Et on finira sur la réalité des usages et des limites. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'ère de l'IA agentique. Ce qui est vraiment dingue en ce moment dans l'industrie, c'est ce changement de paradigme massif qu'on a baptisé le mouvement CUDE-GPT. En fait, on a vu les utilisateurs migrer en masse vers Claude. Pourquoi ? Parce que le système a tout simplement transcendé son statut de chatbot. Ce n'est plus juste une machine avec qui on discute, c'est un agent autonome, pleinement intégré, capable de faire les choses à notre place. Et derrière ce changement, il y a un moteur technique impressionnant. Regardez la famille Claude 4. D'un côté, on a Opus 4.7, qui est le summum de l'intelligence pour les tâches complexes. De l'autre, Sonnet 4.6, devenu le grand standard pour les entreprises. Mais le vrai truc de fou, c'est cette fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Pour vous donner une idée, ça permet à l'IA d'avaler et de comprendre l'équivalent de 750 000 mots d'un seul coup. C'est titanesque. On passe à notre deuxième partie, l'automatisation du travail et du code. Si on compare les cadres du marché, le point clé, c'est de bien comprendre qu'ils ont des philosophies diamétralement opposées. D'un côté, Claude Opus 4.7 est très verbeux, il raconte presque une histoire, il raisonne énormément. C'est l'idéal pour refaire l'architecture d'un logiciel complexe, même si ce gros raisonnement interne coûte cher. En face, on a GPT 5.5. Lui, il est ultra concis et direct. Il génère 72% de tokens en moins pour exactement la même tâche. C'est donc beaucoup plus économique quand on a des pipelines à très gros volume. Et ces approches très différentes créent des outils d'automatisation surpuissants. Prenez Claude Code par exemple. C'est un agent directement intégré au terminal, qui génère à lui seul 2,5 milliards de dollars de revenus annuels. Il gère les dépôts de code et lance les tests tout seul comme un grand. On a aussi Claude Cowork sur ordinateur, qui organise nos fichiers locaux et génère des artefacts, des interfaces interactives en temps réel. Et tout ça communique grâce au protocole MCP, un standard ouvert génial pour ne pas rester enfermé. Ce qui nous amène à notre troisième partie, plongée au cœur de l'IA constitutionnelle. Pour bien piger comment Claude ne déraille pas, il faut absolument qu'on parle du RLLF, l'apprentissage par renforcement à partir des retours de l'IA. En clair, on ne peut plus compter juste sur des humains pour corriger la machine à cette échelle. Donc, on utilise un ensemble de règles formelles, une vraie petite constitution pour superviser comment l'IA apprend. Comment ça marche en pratique ? Eh bien, c'est un processus en 3 étapes. 1. Le modèle critique et corrige ses propres réponses en se référant à cette fameuse constitution qui fait quand même 84 pages. 2. Il y a une phase d'apprentissage par renforcement pour optimiser ses réponses tout en évitant que l'IA devienne inutilement fuyante. Et 3. De la gouvernance publique, ce qui permet d'intégrer de vraies valeurs démocratiques venues des citoyens. C'est là que la recherche devient captivante. Des travaux de la bibliothèque de Harvard se penchent sur l'IA constitutionnelle inverse, ou ICEI. L'idée de ce cadre théorique, c'est d'essayer d'extraire et de compresser toutes nos préférences humaines qui sont ultra complexes en un ensemble de règles hyper claires. Le but, arriver à mieux contrôler le comportement futur de ces modèles. Quatrième partie de notre analyse, les benchmarks et les concurrents. Retour à la dure réalité des chiffres. Si on jette un œil à l'indice d'Artificial Analysis pour le raisonnement en français, c'est un vrai mouchoir de poche. On a Gemini 3.0 Pro Preview et GPT 5.1 qui sont à égalité parfaite avec un score de 94 et juste derrière, Claude Opus 4.6 les talonne avec 93. C'est littéralement une course au point près. Par contre, les simples performances ne font pas tout, surtout quand la géopolitique s'en mêle. Récemment, le département de la défense américain a fini par signer avec OpenAI, allant même jusqu'à qualifier Anthropic de risque pour sa chaîne d'approvisionnement. Pourquoi ? Tout simplement parce que la constitution d'Anthropic interdit la surveillance de masse et les tâches létales. Ça bloquait frontalement avec les exigences du département qui veut une disponibilité pour tout usage légal. Pour ne rien arranger, des rapports ont montré que des systèmes Claude auraient été utilisés en Iran pour de la sélection de cibles. On ne prend pas de parti ici, bien sûr, mais ces faits montrent à quel point il est complexe de faire respecter une constitution théorique sur un vrai champ de bataille. Et enfin, on termine avec notre 5e partie, les usages dans le monde réel et les limites du système. Regardons un peu le porte-monnaie. Pour la majorité des créateurs, le plan Pro à $20 par mois fait parfaitement l'affaire. Mais attention,
Si vous mettez en place des flux de travail autonomes lourds, ça consomme énormément de calculs. Les développeurs sont très vite obligés de passer au forfait max qui monte à 100 voire 200 $ par mois, sinon leurs quotas fondent comme neige au soleil. Ce côté frustrant, c'est exactement ce qu'on retrouve dans les avis sur la plateforme J2. D'un côté, les utilisateurs encensent le ton d'écriture hyper naturel de Claude et sa grande capacité de planification. Mais de l'autre, ils critiquent les quotas très stricts et l'absence de génération d'images natives. Et puis, il y a cette fameuse shrinkflation. Oui, de la shrinkflation sur l'IA. En période de forte demande de calcul, le modèle a parfois été dégradé, devenant plus paresseux sur la logique complexe, juste pour pouvoir répondre plus vite. Pour conclure ce décryptage, on est obligé de se poser cette question monumentale. À l'heure où l'IA n'est plus juste un petit assistant, mais un agent complètement autonome qui exécute du code, qui décide vraiment des règles, est-ce qu'une simple constitution écrite par une entreprise privée suffit vraiment à garantir l'avenir d'une IA alignée sur l'humain ? C'est une immense réflexion qu'on vous laisse méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite.